Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui vont parler et bienvenue à ceux qui sont venus les écouter. J'espère que ces deux journées vont être intéressantes. Le programme, en tous les cas, le promet. Le colloque, ce colloque, c'est un petit peu un moment nostalgique parce que c'est la fin, au moins provisoire, de Paléocoran sous sa forme actuelle. C'est la dernière année de notre projet, qui est un projet ANR-DFG, c'est-à-dire une collaboration entre l'Agence nationale de la recherche et la Deutsche Forschungsgemeinschaft. Le projet Paléocoran vise toujours d'ailleurs à combler les lacunes entre l'histoire générale du Coran, telle que nous la connaissons à travers les sources arabes et les recherches paléographiques récentes sur les manuscrits, et d'autre part la réception réelle du texte sous ses différents aspects, tels qu'il est possible de les identifier au sein de ce qu'on a appelé donc la bibliothèque coranique, Bibliotheca Coranica pour faire un peu plus savant, de la mosquée de Amr à Fustat au Vieux-Caire, sur une période qui couvre la fin du 7e jusqu'au 10e siècle, c'est-à-dire grosso modo jusqu'au moment où le Caire est fondé et que Fustat cesse définitivement d'être un endroit très important. Alors, le Bibliotheca Coranica, pourquoi ça peut paraître un petit peu surprenant, c'est que tout simplement, on a à Fustat, de même que dans d'autres endroits, des sortes de guénizas, puisque c'est l'équivalent d'une guéniza dont nous parlons, où au cours des siècles se sont accumulés des manuscrits hors d'usage, qui sont généralement des manuscrits des premiers temps de l'islam. Il y a aussi des choses plus récentes, par exemple à Damas, on a des choses qui datent du 19e siècle, mais à Fustat, et on en parlera plus tard, la chronologie semble être grosso modo celle de la période médiévale, et après cela, plus rien. Alors, Fustat, pourquoi ? Eh bien, tout d'abord parce que c'est un endroit intéressant. La ville est fondée en 641, au moment de la conquête de l'Égypte, et la mosquée de Amr peut se prévaloir d'être la plus ancienne du pays. Cette ancienneté explique justement l'importance qu'elle a pour nos recherches, puisqu'elle a reçu sans doute dès sa fondation, ou peu après sa fondation, des manuscrits, et il y a de fortes chances pour que, en raison de dispositions légales qui font qu'on ne jette pas les vieux manuscrits du Coran, ou bien on les réutilise pour restaurer d'autres manuscrits du Coran, ou bien on fait ce qui a été fait à Fustat et dans d'autres endroits, on les met dans une pièce, dans une salle, dans un édifice qui est une protection, où les manuscrits ne vont pas être conservés comme dans une bibliothèque, mais simplement stockés en vrac et laissés, disons, au cours des siècles, à ce qu'il leur arrive ce qui doit leur arriver. C'est l'équivalent d'une guéniza, et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la célèbre guéniza où Scherter a recueilli les fragments qui sont aujourd'hui conservés à Cambridge se trouve finalement à 2 pas de la mosquée de Amr. Alors, quelques mots rapides sur la collection. Elle nous intéresse puisque, dans le cadre d'un projet allemand, rien ne pouvait être plus intéressant que de travailler sur une collection qui est franco-allemande, un petit peu plus que cela bien sûr, mais on va oublier un instant les autres endroits où sont conservés des fragments de Fustat, pour parler surtout de la collection de Gotha, où il y a un lot de manuscrits qui proviennent de Fustat, et bien sûr de la Bibliothèque nationale de France, où se trouve la collection à Slancherfield. Cette aventure intellectuelle de collecte des anciens manuscrits, il faut se représenter qu'à l'époque où les premiers acquéreurs de fragments sont intervenus, ils avaient affaire à une sorte de magma de feuillets de parchemin, parfois aussi de papier,
qui étaient jetés à même le sol avec des restes de tapis de prière, etc., etc. On a une description par le voyageur allemand Seetzen, qui, au début du XIXe siècle, a vu la mosquée, et il raconte qu'il y avait 3 pieds de haut, donc pratiquement 1 mètre de hauteur de fragments qui étaient accumulés. Et on peut imaginer que ceux qui venaient acheter ou prendre, on ne sait pas très bien dans quelles conditions ça se passait, des fragments, devaient faire des fouilles dans ce tas pour trouver des choses qui les intéressaient. Alors, ces manuscrits étaient connus depuis un peu plus longtemps, puisqu'en fait, au XVIIe siècle, un négociant danois avait déjà acquis au Caire des manuscrits qui sont actuellement à Copenhague, qui viennent de Fustat. Mais il n'est pas sûr qu'il soit allé jusqu'à Fustat. Il est bien possible qu'il les ait achetés au Caire, dans le souk, puisqu'on sait que des musulmans aussi acquéraient des vieux fragments, probablement pour en faire des reliques, puisqu'il est très vraisemblable que le manuscrit dont il est question dans l'expédition le voyage en Arabie de Nibourg vient effectivement de Fustat, même s'il avait été transporté par la suite à Al-Azhar. En fait, l'histoire commence réellement, l'histoire de la découverte de la collection commence réellement avec l'expédition d'Égypte, et ça n'est pas dans un souci tricolore que je prononce ces mots, c'est tout simplement parce que c'est la première fois où il y a un accès plus facile à ces collections. Alors, je ne me fais pas d'illusions, il est probable que celui qui est, sinon le découvreur, du moins le premier à faire une collection de manuscrits à partir du fond de Fustat, et Jean-Joseph Marcel, s'est peut-être présenté à cet endroit accompagné de 2 soldats de l'expédition, histoire de disposer d'arguments pour chercher ce qu'il cherchait. Toujours est-il que cet homme, qui était imprimeur, c'est l'imprimeur de l'expédition d'Égypte, c'est lui qui imprimait les fameuses déclarations de Bonaparte, qui étaient après cela placardées sur les murs du Caire. C'est lui donc qui aussi a recueilli une première collection qui n'est pas en France, puisqu'il est mort vers le milieu du XIXe siècle, vers 1856, et quand il est mort, ses héritiers ont voulu vendre à la Bibliothèque nationale, mais la Bibliothèque nationale avait déjà acquis la collection à Saint-Cherville et ne souhaitait pas réinvestir dans l'achat de manuscrits dont elle estimait qu'elle en avait assez. Ce qui explique que ces fragments sont de nos jours à Saint-Pétersbourg. Donc Saint-Pétersbourg est le 3e point fort de cette collection. Malheureusement, comme le projet est simplement ANRDFG, je ne sais pas comment s'appelle l'équivalent russe de la recherche, de l'agence de la recherche, mais il faudrait en fait envisager une opération à 3. Peu après, Marcel, qui est reparti d'Égypte avec son lot de parchemins. Je vous rappelle que les savants de l'expédition ont tous récupérer avec eux pour retourner en France les objets qu'ils avaient collectés. Vous savez qu'il y a une exception à cela, elle est célèbre, c'est la pierre de Rosette. Donc il a rapporté ces manuscrits à Paris, et il est probable qu'à Paris, on a su déjà qu'il y avait ces manuscrits qui dormaient à Fustat. Ça n'est donc pas étonnant que Jean-Louis Asselin-Cherville, un élève de Sylvestre de Sacy, qui a été nommé vice-consul au Caire en 1806, soit allé lui aussi examiner cette collection, et qu'il ait formé un ensemble qui se trouve maintenant à la Bibliothèque nationale de France et qui est sans doute la collection la plus importante en dehors d'Égypte et en dehors, d'une manière générale, du monde arabo-musulman. Il a été intéressé plus par la paléographie, d'après ce que nous savons, puisque, à plusieurs reprises, dans sa correspondance, il est question de l'étude de l'alphabet arabe, et il se vante à un moment d'avoir acquis le plus ancien manuscrit du Coran, qui est peut-être un manuscrit pour lequel j'ai beaucoup d'affection et que j'ai baptisé le Codex Parisino-Petropolitanus. Comme ça, je peux en parler au moins une fois au cours de cette journée.
La collection entra en 1832 à la Bibliothèque royale à l'époque et entra en fait dans un long sommeil puisqu'elle n'a pas été véritablement étudiée d'un point de vue scientifique. Pendant qu'il était au Caire, premier exemple de collaboration franco-allemande, il a été en contact avec Seetzen, qui se trouvait au Caire, et ils ont échangé. Alors Seetzen, je vois que des collègues allemands lèvent le sourcil. Seetzen n'était pas absolument ravi, parce que c'était l'époque où l'Empire était en train de s'étendre et que la Westphalie devenait un département. Et les interlocuteurs français disaient à Seetzen « Ah, c'est bien, maintenant vous êtes aussi français ». Et Seetzen n'était pas absolument ravi du commentaire. Mais enfin bon, toujours est-il qu'ils étaient en contact. Et c'est donc par Asselin de Cherville que Seetzen est allé se présenter lui aussi à Foustadt et qu'il a acquis les feuillets qui se trouvent maintenant dans la Landes- und Forschungsbibliothek de Gotha, qui est donc le troisième élément de cette collection. Alors après ça, les autorités égyptiennes ont récupéré le reste des manuscrits qui sont allés à la bibliothèque éliviale, récemment fondée, mais on sait que les antiquaires avaient déjà réussi à mettre la main sur un certain nombre de fragments, puisque nous avons été témoins il y a de ça quelques années de cette vente à Rennes, un endroit bien improbable pour une vente de manuscrits, de fragments coraniques anciens, tout simplement parce qu'un antiquaire qui s'était approvisionné en Égypte à l'époque où il était en activité avait rapatrié tout cela dans sa maison de campagne en Bretagne. Et donc, c'est la preuve que nous avons encore des fragments qui circulent et nous pouvons toujours avoir des surprises. Alors, pour revenir à Paléocoran, je dirais que jusqu'à présent, une histoire précise du texte dans un contexte géographique spécifique fait défaut. Nous avons bien sûr la présentation générale, la version officielle, les lectures, le rasme de Haussmann, mais bien sûr, les témoins manuscrits n'ont jamais été vraiment pris en considération et nous ne savons pas exactement comment la réception se faisait dans les différentes parties de l'Empire. L'état fragmentaire des anciens manuscrits du Coran, qui sont dispersés, comme vous l'avez vu, entre diverses collections, a jusqu'à présent empêché toute tentative pour examiner à fond un ensemble de copies qui proviennent du même endroit. Et c'est donc pour cette raison que Paléocoran se propose encore de reconstruire les manuscrits de Foustadt, qui sont donc, comme vous l'avez compris, dispersés dans le monde entier, et qui représente environ 11 000 feuillets, dont 8 500 d'accès relativement facile. Cette reconstitution sera non pas effective, dans la mesure où il ne s'agit pas de rapporter et de remettre ensemble physiquement les manuscrits, il s'agira d'une reconstruction virtuelle qui faisait partie dès le départ de notre projet, sous le titre de Bibliotheca Coranica de Foustadt. Elle est maintenant arrivée en phase finale de préparation. Vous en verrez d'ailleurs une démonstration cet après-midi. Et ce site, qui permettra en quelque sorte de feuilleter les manuscrits comme si nous nous trouvions à Foustadt au 7e, 8e ou 9e siècle, ces manuscrits seront complétés par des sources en arabe, en ottoman, des récits de voyage, des documents d'archives qui permettront de mieux les remettre en contexte. Alors, la période est intéressante, la période couverte par Paléocoran est intéressante parce qu'elle correspond à des moments absolument décisifs pour l'histoire du texte coranique. C'est la standardisation du texte, l'utilisation croissante des diacritiques, la réforme de l'orthographe, l'introduction de signes pour les voyelles brèves, le développement, bien sûr, aussi, en ce qui concerne le texte, des variantes de lecture, et la fameuse réforme d'Ibn Mujahid, début du Xe siècle, celle des 7 lectures, qui est en quelque sorte le point final, c'est peut-être un peu exagéré de dire cela, du processus de canonisation du texte coranique. Au cours du projet, l'analyse de la collection de Foustadt et l'évaluation des effets des divers changements que j'ai mentionnés a progressé, puisque nous avons pu examiner dans le détail un certain nombre de manuscrits.
Nous ne sommes peut-être pas encore arrivés au point où il nous est possible d'établir la diffusion locale des lectures, savoir si c'était plutôt cette lecture ou plutôt celle-là, d'autant plus que l'identité des lectures à l'époque ancienne est, semble-t-il, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Nous n'avons pas pu tout à fait nous assurer de l'état de la réception de la version canonique, mais nous avons déjà un matériel important qui a été analysé dans cette perspective et dont la synthèse est en cours, et vous aurez au cours du colloque quelques aperçus sur les progrès que nous avons faits. Les différents changements intervenus au cours de la période concernée, 7e, 10e siècle, dans la présentation matérielle du Coran, font également l'objet de nos recherches. Le choix d'ailleurs a été fait d'une approche multidisciplinaire qui combine la philologie, la paléographie, la codicologie, l'histoire de l'art et les analyses physico-chimiques, aussi bien encre et colorant que le carbone 14. Ces dernières analyses pourraient d'ailleurs se révéler particulièrement intéressantes pour déterminer l'origine des différentes copies de la Bibliotheca Coranica, puisque, j'aurai l'occasion de le dire, il y a un certain nombre de points d'interrogation sur la provenance des copies. Nous avions aussi espéré poursuivre des études comparatives avec des cultures livresques voisines, le copte, le grec, l'hébreu ou le syriaque, pour établir l'existence ou l'absence d'influences réciproques au cours de la période, mais c'est un point sur lequel, au moment de faire le bilan, je dois constater que nous avons peut-être un peu moins progressé. En tous les cas, Paléocoran contribue à une meilleure compréhension de l'histoire du Coran, reposant sur le matériel provenant de Fustat, à notre connaissance de l'histoire de l'art du livre omeyyade et abbasside, de même qu'à l'histoire culturelle de Fustat. Le projet a tiré parti des résultats d'un projet antérieur, Coranica, qui a couru de 2011 à 2014, qui portait plus précisément sur les plus anciennes copies du Coran de style hijazi jusque, grosso modo, vers 780-90. La translittération de leurs textes et leur édition. Paléocoran a eu aussi pour but de faciliter l'accès à un matériel qui restait longtemps peu ou pas exploité. Une des raisons tient sans doute, vous l'avez compris, à la fragmentation des manuscrits que j'ai mentionnée et aux spécificités aussi des manuscrits de l'époque qui se distinguent de ce qu'on a fait par la suite. Pour cette raison, donc, encore une fois, la reconstitution virtuelle de la collection de Fustat, premier pas vers une sorte de catalogue unifié des 360 manuscrits fragmentaires que l'on a identifiés, était l'enjeu majeur du projet. Je ne doute pas que grâce à cet outil, de nouvelles études sur le développement de l'écriture arabe, paléographie, forme des lettres, signes diacritiques et vocaliques, et sur le processus de canonisation du Coran pourront être entreprises. Pour cette raison également, la publication de facsimilés des copies les plus anciennes a commencé. Il dépasse bien sûr le seul cas de Fustat, puisque nous devons envisager aussi, par exemple, Sanaa ou Damas, mais le premier volume, le Codex Amrensis I, est un manuscrit justement de Fustat qui inaugure cette série. Je voudrais donc pour terminer remercier tous ceux qui ont collaboré à ce projet, qui ont eu la patience au cours des années de faire ces recherches qui n'étaient pas toujours très faciles. Vous imaginez que le travail sur les manuscrits pour identifier les lectures dans leurs détails est un travail assez fastidieux. Merci en tous les cas pour cette collaboration, pour cette patience. Et donc maintenant, je laisse la parole à ceux qui vont vous présenter les différents aspects de ces recherches sur les manuscrits anciens du Coran de Fustat et leur contexte plus général. Je vous remercie.